Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré votre carrière à la police. Le Quai des Orfèvres est devenu votre seconde maison. Vous le racontez dans un livre, mais vous racontez beaucoup plus de 36 histoires connues, mais pas toujours. Je ne vous garde pas en garde à vue aujourd'hui, mais au micro pendant 1 heure. Bonjour Claude Cancès. Bonjour. Bonjour monsieur le commissaire, parce que vous êtes commissaire finalement, c'est votre titre officiel. J'ai été directeur dans la police judiciaire, dans le directeur honoraire. M'a fait commissaire, ça me va très bien. Alors, vous publiez aux éditions de Mareuil un livre avec Charles Diaz, flic du 36. Il y a également eu une réédition de Histoire du 36, Quai des Orfèvres. Donc, on va évoquer la police avec vous aujourd'hui, puis votre parcours, puisque c'est le principe des clés d'une vie, avec des dates précises. Et la première, c'est le 2 mai 1963. Je crois que c'est le jour où vous entrez dans la police. Où je franchis pour la première fois les portes de ce mythique 36 Quai des Orfèvres, sans mesurer bien l'importance, comment dirais-je, ce jour est resté gravé dans ma mémoire, mais je ne réalise pas que je débute une aventure. J'ignore totalement ce que va être cette aventure, où elle va m'amener, mais avec le recul, effectivement, cette date-là, je ne peux pas l'oublier. Vous êtes officier de police adjoint contractuel, ça veut dire quoi? Si vous voulez, lieutenant. Lieutenant contractuel maintenant, ça n'existe plus. Je rappelle à celles et ceux qui ne le savent pas que la police judiciaire a été créée en 1907 selon la volonté de Georges Clemenceau. Tout à fait. C'est le premier qui voulait une police chargée de seconder l'autorité judiciaire dans la répression des crimes et délits. Qui a créé les brigades du Tigre. Exactement. Alors, vous êtes encore au bas de l'échelle, c'est-à-dire que vous débutez, il y a des petites enquêtes et des machines à écrire comme dans les films de jadis. Ah oui, les Olympiens, oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Je suis en bas de l'échelle, je suis le dernier échelon de cette grande boutique. Donc ça consiste en quoi comme travail? Alors, je suis reçu par le DRH de l'époque, on a appelé le chef du bureau administratif, qui me dit, première question posée, très simple, vous voulez un service actif ou sédentaire? Ah, actif, monsieur. Vous habitez où? J'habitais rue C, pas loin de Pigalle. Ah, il me dit, brigade territoriale, 4e brigade territoriale, secteur de Pigalle. Je venais de quitter l'Algérie, faire mon service militaire en Algérie. Je peux vous assurer que les odeurs, l'ambiance que j'ai connue en Algérie, rien à voir avec l'ambiance et les odeurs de Pigalle. Et ça a été Là, j'étais vraiment à bonne école, parce que le terrain était propice non seulement aux petites affaires, les roulotiers, les petits casseurs, les petits proxénètes, etc., mais j'ai fréquenté en même temps les tourismes et surtout la pègre parisienne. Pègre qui étaient encore des bandits d'honneur à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est une autre époque, oui, une espèce de respect réciproque, voyous et flics. Alors, il se trouve qu'il y a un logo de la PJ, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est né à peu près en même temps que votre arrivée à la police judiciaire, et c'est Michel Dupuis qui a sollicité Moretti, qui a créé ce logo PJ qui est partout. Exactement, Moretti que j'ai bien connu. Oui, qui était un personnage extraordinaire, qui ne dormait jamais, sauf au cinéma. Et qui avait ses assises dans un petit resto des Halles, où il y a encore chez Denise. Denise. La Tour de Montlhéry, où en même temps il fêtait Noël le 28 août à la stupéfaction des clients. Oui. Alors, la télévision, quand vous arrivez, vient de s'emparer de la police judiciaire avec le premier feuilleton où il y a un inspecteur. Je ne sais pas si vous en souvenez, Claude Cancès, l'inspecteur Leclerc qui était joué par Philippe Nicot, a été le premier inspecteur de la télévision. Il y a eu Bourrel comme commissaire, mais c'est un feuilleton qui est passé le dimanche. Oui, exact, mais je n'avais pas la télévision à l'époque. Et vous êtes né loin de cet univers. Je crois que Laverune, c'est un petit village d'Occitanie. Oui, à quelques kilomètres de Montpellier. Oui. Je suis né le premier jour des vendanges, le 12 septembre 1938. Il y avait très peu d'habitants à l'époque. Ah oui, il y avait 150-200 habitants. Oui, maintenant, c'est beaucoup plus grand. Oui, et il y a quelqu'un de très célèbre en ce moment qui est né aussi à Laverune, c'est Artus, le metteur en scène de Un petit truc en plus. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Il est originaire de ce village. Oui. Alors, vous faites vos études secondaires, je crois que c'est le lycée Alphonse Daudet à Nîmes, ensuite la fac de sciences de Montpellier, le service militaire en Algérie. Ce qui n'était pas facile, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Je me trouvais
Je suis arrivé en Algérie début avril et j'ai quitté l'Algérie fin décembre 1962. Donc nous avons connu cette période difficile après le cessez-le-feu. Oui. C'était pas évident. Non, parce qu'il y avait ceux qui partaient. Vous étiez dans la marine en plus. Un régiment artillerie de marine, oui. Donc c'était pas si facile que ça, et c'est des moments dramatiques. Et puis donc vous revenez, vous êtes surveillant à Beaucaire, et là vous décidez d'entrer dans la police contre l'avis de votre famille, je crois. C'est pas tout à fait contre l'avis, c'est quand je leur... En fait, j'étais, comment dirais-je, surveillant dans un collège de Beaucaire. Un soir, en sortant du collège, on va boire l'apéro avec un de mes camarades, et sur la mairie de Beaucaire, une grande affiche. La préfecture de police recrute des bacheliers officiers de police adjoints. Et dessous, en grosses lettres, la police, un métier d'homme. Je précise tout de suite que c'est pas cette phrase qui m'a déterminé à postuler, parce que je m'honore de faire partie de ceux qui ont pu faire entrer au 36 à la brigade criminelle en 1982 la première femme. Odile Ferriz, si elle écoute, elle se reconnaîtra. Une femme formidable. Alors, dans votre famille, on dit ne va pas dans la police, c'est un métier de fainéant. Alors effectivement, lorsque j'annonce autour de moi, mon père était militaire, quand même. Mon père a bien pris la chose. Mes oncles, mes tantes, mes amis. Oh, toi, un type aussi sympa, qu'est-ce que tu vas faire dans ce bout de flic, de voyou? Vous savez, il y avait encore la connotation de la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, les flics qui ont collaboré, ça existait, minorité, et voilà, donc c'est pas de gaieté de cœur que tous mes amis, toute ma famille ont appris cette nouvelle. Oui, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'engagement dans la police judiciaire. Ah non, on rentrait au compte-gouttes. Là, le service dans lequel je suis rentré, dans l'année, trois flics dans l'année, vous vous rendez compte? Alors on était littéralement couvés par les vieux flics. Et puis, une petite anecdote, puisqu'on parle de la collaboration. Lorsque le patron de ce service me reçoit, il me dit je vais vous affecter votre flèche. La flèche, c'est le vieux flic qui vous prenait en compte. Est un solitaire, personne ne veut travailler avec lui, mais je vous dis tout de suite, c'est un excellent flic, mais il a un caractère un peu spécial. Alors, j'ai appris, quelque temps après, qu'en fait de caractère, il avait été, comment dirais-je, soupçonné d'avoir fait partie des collaborateurs pendant les relations. Mais c'était il m'a appris que de bonnes choses. Vraiment un bon aîné. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, dans vos premières affaires, il y a quelquefois, il y a les macs, les prostituées, et vous allez vous retrouver un jour face à un catcheur bien connu à la télévision, le bourreau de Béthune. Oh là là, vous avez vu tout ça, oui. Ça, c'est une affaire. Alors là, j'étais à la brigade mondaine. Donc, je suis resté 3-4 mois à la brigade territoriale, et le patron de la mondaine voulait rajeunir un petit peu son encadrement et surtout prendre des jeunes de l'extérieur purs, si je puis dire, puisqu'il y avait quand même quelques figures à la brigade mondaine qui n'étaient pas très très nettes. On n'employait pas l'expression ripou, mais des collègues qui en croquaient, comme on disait à l'époque. C'est très joli. Et j'étais dans un groupe qu'on appelait la galanterie, qui avait en charge la chasse des réseaux de prostitution de haut luxe. Et puis certaines de ces maquerelles étaient couvertes, dont Madame Claude, dont on peut parler tout à l'heure. Oui. Et un PDG d'un grand groupe de l'Est de la France va faire une passe avec une fille formidable, une très très jolie fille, et il lui signe un chèque de 300 francs. Et entre le 100 et le franc, il y avait un espace, et cette fille était maquée avec un bel escroc et un type qui avait du talent. Le chèque s'est transformé en 300 000 francs. Oui. À l'époque, on pouvait aller à la banque et se faire décaisser tout de suite l'argent. Le caissier, le monsieur X très connu, donne la somme tout de suite à la fille, mais lorsqu'elle est partie, il vérifie quand même. C'est une somme assez grosse. Il appelle le client, oui. Et qui fait des bons entre 300 et 300 000 francs, effectivement. Et il avait des relations, bien entendu, au ministère de l'Intérieur, affaire confiée à la brigade mondaine. Nous avions, à cette époque, un fichier manuel. Toutes les filles galantes étaient quasiment... Il a passé peut-être 3-4 heures avant de tomber. Hop, c'est elle. Et alors, on s'est retrouvés à l'heure
légal étant dépassé, puisqu'on ne peut pas intervenir chez les gens après 21h, on a sonné au domicile de la prostituée, à Boulogne-Billancourt, oui. Et on a compris qu'elle était là, elle ne répondait pas, donc il a fallu qu'on attende jusqu'à 6h du matin à faire venir lui un serrurier pour pénétrer dans les lieux. Et en pleine nuit, vers 1h, 2h du matin, l'ascenseur s'arrête à l'étage au-dessus. On a compris qu'il y a quelqu'un qui descendait. Et en haut, un malabar énorme. On sort tous nos flingues et un des collègues... Arrêtez, c'est le bourreau de Béthune. Qu'est-ce que tu veux? C'était un catcheur qui était très connu. La fille l'avait appelé en lui disant, je sais pas, j'ai des gars qui sonnent à ma porte, je suis inquiet. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le bourreau de Béthune, son adversaire à la télévision, c'était l'Ange Blanc. Oui, et l'Ange Blanc reconverti, il est devenu le chauffeur d'Alain Delon et le garde du corps de Delon pendant des années. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est extraordinaire. Comme le catchman à tout, à condition d'en sortir. C'est une histoire parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres dans votre livre. Et dans ces 2 livres. Et on va continuer à en parler à travers une autre date, le 14 janvier 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Cancès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Claude Cancès, mon invité, ancien patron de la PJ, qui a écrit avec Charles Diaz, Flic du 36 chez Mareuil Éditions. 36, bien sûr, c'est le quai des Orfèvres. Vous y êtes entré dès vos débuts, on en a parlé. Et puis, j'ai choisi la date du 14 janvier 1984, car c'est votre première télévision. Vous racontez que François Mitterrand est venu vous voir à la brigade anti-gang, dont vous êtes le chef à la suite de 2 affaires. Vous vous souvenez de cette télé? Ah oui. Oui, c'était une prise d'otage dans le 13e arrondissement, chez une médecin qui retenait 2 voyous qui interviennent pour, comment dirais-je, rançonner cette doctoresse. Et puis, un des patients réussit à sortir, à appeler la police et les gens de la sécurité publique interviennent. En tant que patron d'Antigang, on avait tout de suite prise d'otage. Et c'est là, après de nombreuses heures de tractation, l'un des 2 auteurs consent à sortir. Je lui avais promis qu'à l'extérieur, il aurait une voiture, etc. Et évidemment, au moment où il sort, on l'épingle. Et ce jour-là, nos gens dans l'Antigang, pour la première fois, sont descendus du toit en varab au moment où le preneur d'otage était sorti pour arrêter le second. Effectivement, c'est une affaire... Et puis la seconde, c'est un bijoutier, je crois. Un bijoutier. Oui. Et c'était... En tout cas, François Mitterrand est venu avec Gaston Defferre, et vous lui avez expliqué que les affaires de grand banditisme étaient en voie de diminution, mais qu'il y avait des bandes plus organisées pour les hold-up. Oui, tout à fait. Oui, on était axé sur cette délinquance qui prenait de l'expansion, oui. Alors, la brigade anti-gang, elle a été créée, je crois, en 64, et c'est le commissaire François Lemoel qui l'a créée parce qu'il y avait un grand nombre d'attaques à main armée. Voilà, c'est très simple. Il était patron d'une brigade territoriale, on en parlait tout à l'heure, et il s'est rendu compte que ces gens passaient plus de temps dans les bureaux devant les machines à écrire à faire du papier que sur le terrain. Je veux dire, on va peut-être venir, mais rien n'a beaucoup changé. Oui. Et il a eu cette idée à la fois géniale et très simple, créer un service qui, comment dirais-je, au lieu de partir du crime pour aller vers les criminels, renverserait la démarche et partirait du criminel potentiel pour les prendre en flagrant délit et précisément les arrêter notamment au cours des braquages, etc. Et cette idée a séduit le directeur de la police judiciaire et il a été le créateur de ce service qui a fait des petits depuis. Et alors, autre idée, seconde idée, c'est pas de papier. C'est-à-dire qu'on arrêtait les voyous, on fait juste un petit procès verbal d'arrestation et c'est un autre service qui est en charge des interrogatoires, les confrontations, l'exécution des commissions rogatoires, ce qui fait que l'Antigang peut repartir aussitôt sur une autre affaire. Et elle a fait des petits et elle a grandi, et dans le domaine du droit commun comme dans le domaine du terrorisme. Et si vous êtes dans le service et chef de la brigade anti-gang, c'est que vous avez fait un parcours sans faute et un parcours rapide, parce que quand vous êtes arrivé, vous avez fait plusieurs examens avant d'arriver à la brigade anti-gang, Claude Cancès.
Vous êtes devenu commissaire, vous avez fait le concours de commissaire de police, vous avez été à la police judiciaire, enfin, il y a eu des tas de choses. Oui, si vous voulez, là, j'ai eu beaucoup je suis entré dans la police par hasard et par nécessité, et j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que lorsque je sors de l'école de commissaire, mon ancien patron, Pierre Ottavioli, qui était patron de la brigade de Mondaine, est nommé à la tête de la criminelle. Il m'avait connu jeune inspecteur, il voulait lui aussi mettre un petit peu de sang frais parmi ces jeunes commissaires. Il m'avait apprécié et il m'appelle un jour, vous savez, lorsque le patron de la crime, on vous dit le patron de la crime va vous voir cet après-midi à 15h, on monte les escaliers, le cœur battant, parce qu'il n'y a pas un flic digne de ce nom qui soit passé par le 36, qui n'ait rêvé d'être un jour à la criminelle. Et rêvé en plus d'être le patron de la crime, ce que je n'ai jamais été. C'était votre rêve aussi? C'était mon rêve, effectivement. J'ai été au-dessus, patron des affaires, mais j'ai quand même exercé ces fonctions par intérim au mois d'août 82, où mon patron et ami Jacques Genciel était en congé, où on en a pris plein la gueule. Tous les mois, ça sautait. Action directe, les Arméniens, les Corses, les Bretons, toutes les nuits, c'était quelque chose... La rue des Rosiers, 9 août 82. Et là, j'ai été le patron par intérim. Ça a été une expérience fabuleuse. Ce travail, qui est un travail de l'ombre, finalement, c'est 24 heures sur 24. Voilà, vous savez, je dis souvent que lorsqu'on parlait, et ça n'a pas dû beaucoup changer, de la maison, entre nous, la maison, ce n'était pas le domicile, c'était... le bureau. On est en plan que je ne sais où, à Aubervilliers ou en grande banlieue, on va à la maison, oui, le 36. Et là, je vais quand même dire un mot sur mon épouse, puisque vous avez vu dans mon premier livre, je lui consacre 5 livres, je lui dois une grande partie de ma carrière. Parce qu'elle a compris, lorsqu'elle m'a épousé, que mon job allait passer avant ma vie privée et que si elle voulait, pour notre équilibre, que ça marche bien, qu'elle accepte toutes les contraintes, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Une anecdote, lorsque j'étais patron de l'Antigang, on en parlait, de temps en temps, fusillade dans Paris, les radios, Sud Radio et les autres annonçaient fusillade le commissaire Cancès, fusillade. J'arrivais à la maison, je m'attendais à voir une épouse en larmes, souriante. Tu as écouté la radio, chérie? Non, pourquoi? Elle m'a menti toute sa vie. Parce qu'elle a compris que si au stress du boulot, elle rajoutait le stress de la maison, c'était une catastrophe. Par contre, lorsqu'elle elle n'a jamais posé de questions, parce que je décompressais, si vous voulez, il faut arriver chez soi. Sur les affaires, elle savait plus par les radios ou les journaux. Mais lorsqu'on avait des réunions avec les copains à la maison, des repas du week-end ou autre, elle apprenait beaucoup de choses, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher, effectivement, de parler boulot. Alors, il y a un film aussi qui résume vraiment cette brigade anti-gang, un film très célèbre. Peur sur la ville, avec Belmondo. Belmondo qui s'est inspiré du commissaire Broussard, d'ailleurs, qui était... Ouais, tout à fait, qui a été un sacré patron, oui, Robert Broussard. Voilà, et qui était médiatique au maximum, lui. Ah oui, il a le physique déjà, et puis il a bien manœuvré, il a succédé, enfin, si vous voulez, le mois l'a créé l'Antigang, et Broussard l'a mis sur le piédestal. Alors, il se trouve que Belmondo, dans ce film, fait des cascades sans arrêt. D'ailleurs, il a été blessé 2 fois. Il descend en hélicoptère. Et vous aussi, un jour, vous avez dû descendre en hélicoptère, Claude Cancès. Ça a été une obligation. Et je crois que vos lombaires s'en souviennent. Oui. Encore ça. Oui, parce que, bon, c'est une épreuve relativement facile. Vous avez un mouvement à prendre pour descendre l'hélicoptère. Mais ce jour-là, il y a eu un coup de vent et au moment où je lâche la corde, l'hélicoptère remonte. Alors, j'ai encore quelques souvenirs. Oui. Et puis, il y a eu aussi un jour précis, le 2 novembre 1979. La voiture de Mesrine s'est présentée au milieu de la place. Elle a immédiatement été cernée Jacques Mesrine, par plusieurs voitures. Cerné, ça aussi, c'est historique. C'est historique.
Mais je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que c'est une question qu'on me pose dans tous les salons de livres. Mesrine. Je n'ai pas travaillé sur Mesrine puisque j'étais détaché à ce moment-là au cabinet du directeur général et c'est bien sûr Broussard et ses équipes, ses collaborateurs qui ont fait Mesrine. Oui, mais il y a une chose étonnante et ça, vous pouvez le raconter, c'est-à-dire que tout le monde était autour. On ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait la foule autour, il n'y avait pas de cordon de sécurité. Ah oui, c'était moche, effectivement, de ne pas pouvoir... les mesures qui sont prises maintenant, tout de suite, cordon de sécurité, etc. Mais vous savez que pour Mesrine, je vous l'ai dit, au cabinet du directeur général, j'avais un de mes meilleurs amis, qui avait été un de mes collègues à la brigade mondaine, qui était un des gardes du corps de Giscard d'Estaing. Et très proche de Giscard d'Estaing. Et on se voyait l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, on prenait un café pratiquement tous les jours. Il me disait que Giscard d'Estaing, tous les jours, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'ils font vos collègues? Mais ils ne veulent pas l'arrêter, c'est pas possible. » Et mon ami Jacques, disant au président, mais vous savez, c'est pas si facile que ça d'arrêter un voyou. Mais il se cachait partout. D'ailleurs, il avait commencé très jeune puisqu'il était dans une école avec Jean-Jacques Debout. Et dans cette école, il volait l'argent de la quête pour le redistribuer à ses copains. Ah oui. Et puis... Alors, ça, je vais vous dire, sur tout ce qu'on peut dire sur Mesrine. J'ai eu la chance, il y a 3-4 ans, au cours du salon du livre Roya Chamelière, un petit salon qui est à côté de Clermont-Ferrand. J'aime beaucoup ce salon d'ailleurs. J'avais à ma gauche un juge d'instruction, à ma droite François Besse. Oui. Je peux vous dire que pendant 48 heures, on a pu échanger. Hein? Eh bien, je ne vais pas vous dire qu'il n'avait pas une grande admiration pour Mesrine, comme d'ailleurs nous a-t-il dit, et je le crois, la plupart de ses collègues. C'était un voyou à part. Alors on en a fait... Chez certains, c'est presque un héros du banditisme. Oui, alors que finalement, les films qui sont consacrés sont... C'est un sale mec. Voilà, et il a fini comme il aurait dû finir. Alors, on va continuer à parler de vous avec une date que vous n'avez pas oubliée non plus, le 13 septembre 1998. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude Cancès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Cancès, commissaire, directeur, etc., qui est ancien patron de la PJ. 2 livres, Flic du 36 chez Mareuil Éditions et une édition revue et actualisée de l'histoire du 36 quai des Orfèvres, toujours chez Mareuil. Alors, justement, dans les dates qui comptent pour vous, et c'est pas la plus joyeuse parce que vous allez perdre votre oxygène, c'est le 13 septembre 1998. Vous quittez le quai des Orfèvres. Oui. Parce que c'est la retraite. C'est la retraite, oui. Et vous êtes alors inspecteur général des services actifs de la police nationale. Oui, parce que j'ai quitté le quai des Orfèvres, en fait, 2 ans auparavant, puisque Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, avait décidé de me donner de l'avancement. En fait, c'est pas de l'avancement. Il m'a vidé carrément pour mettre à la place un collègue qui est un charmant collègue avec lequel je me suis toujours bien entendu, mais il s'en cachait pas, qu'il avait sa carte du RPR, je crois que c'est à l'époque, dans la poche, alors que moi je n'avais que ma carte, comme l'a dit souvent Broussard, de police dans ma poche. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai été nommé directeur, je crois que je le raconte dans le livre, c'est que vous savez qu'on est nommé par un décret du président de la République, et que à l'Élysée, il y a un conseiller de Mitterrand. J'ai été nommé en janvier 93 et la gauche au pouvoir savait qu'au printemps, les élections allaient être perdues. Et il y a un conseiller qui a dit Mitterrand, il ne faut pas nommer un gars de chez nous, un socialiste. Il faudrait peut-être plutôt nommer un type honnête parce que au printemps, la droite arrive et ils mettront un gars. Et Pierre Vervouche, le préfet, le jour où il m'annonce que j'allais être son candidat, j'ai dit, vous savez, j'ai rien demandé, monsieur le préfet, mais si je ne refuserai pas. Il m'a dit, il y en a d'autres qui demandent. Moi, je ne demandais pas. Mais bien sûr. Et la raison pour laquelle j'ai été nommé, parce qu'effectivement, j'étais considéré comme flic avant tout. Et Debré pensait que je n'avais pas bien... Comment dirais-je? Il y avait des affaires délicates à la ville de Paris, où le juge avait Chirac dans le collimateur. Et M. Debré pensait que mettant un gars de chez lui à la tête de la PJ, les affaires, ça irait mieux. Lui, ancien juge d'instruction, il pouvait quand même bien
comprendre que le directeur de la PJ n'a pas d'influence, ne peut pas influencer un juge d'instruction. Hein. Alors, dans ce livre, Histoire du 36 quai des Orfèvres, que vous avez signé chez Mareuil Éditions, vous racontez plein de choses. D'abord, vous évoquez la poularde, qui justement est quelque chose de compliqué. Vous levez les yeux au ciel. Ah là là. La poularde, c'est très simple. Dans les années 77, on était quelques jeunes commissaires à être sortis de l'école de police. On se retrouve un jour à un pot, à la préfecture de police, et on se dit, on ne se voit plus, il faudrait quand même, on est chacun éparpillé, un Nanterre, l'autre... Et bien on va se retrouver, tiens, jeudi prochain à la poularde pour un déjeuner, tu appelles un tel, et on s'est retrouvés. Le jeudi d'après, une dizaine de collègues, essentiellement dans la PJ. Et puis on a dit, mais ce serait bien qu'on se rencontre tous les mois. Alors, la poularde, pourquoi? Parce que le restaurant s'appelait la poularde, à 2 pas du 127 Faubourg Saint-Honoré, là où il y avait les offices centraux, etc. Et puis depuis, cette poularde existe toujours. On est maintenant, on a trouvé refuge à la Closerie des Lilas, pas parce que c'est la Closerie des Lilas, mais parce qu'ils ont un salon à l'étage. Bon, on peut se réunir, on en est une vingtaine, je crois que, je ne sais pas si on n'est même pas 22. Et à l'époque, et j'en aurais terminé, la poularde a une odeur de canard enchaîné, beau papier, où celui qui a écrit ce papier n'était pas très très bien renseigné, puisqu'il était indiqué que pas une nomination se faisait sans qu'on passe par la poularde, alors on était soit une secte, soit une franc-maçonnerie, etc. Enfin bref. Et dans cet article était mentionné le nom du DRH de la PJ de l'époque, si vous voulez, Robert Magne, un type adorable, qui n'avait jamais foutu ses pieds à la poularde. Alors je lui ai dit, on va t'inviter, on l'a invité moi une fois à la poularde. Voilà. Et puis voilà, c'est des copains. Et il se trouve, et aussi que cette poularde, par le fait du hasard, il y a eu beaucoup de collègues qui ont fait des parcours, Frédéric Péchnard, Bernard Scorsini, Ange Mancini, René-Georges Kerry, des gens qui sont connus, qui ont été connus à l'époque dans la police. Remarquez, les filles qu'on appelle les poulets se retrouver à la poularde, ouais. C'est logique. Alors, ce livre 36 quai des Orfèvres que vous avez signé, qui est réédité, il fait plus de 500 pages, et il y a vraiment toute l'histoire du 36 quai des Orfèvres, et notamment l'une des premières affaires qui est évoquée aussi par un chanteur. À la Société Générale, une auto démarra. La bande à Bono, c'est la bande à Bono de Jodassin, et ça a été la première grande affaire que vous racontez au 36 quai des Orfèvres, Claude Cancès. Oui, j'y étais pas. Non, ça je sais. Ouais. C'était incroyable, c'est-à-dire que... Alors, préfet de police sur place, c'était quelque chose... Un Fort Chabrol, hein. Oui. Un Fort Chabrol, hein. Ouais. Et puis il y a fait l'affaire Stavisky aussi, dont on a beaucoup parlé. Ça aussi. Ah oui, ça c'est une sacrée affaire, oui. Mais tout le monde a cru que c'était vraiment un homme très riche. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le patron de la brasserie Lippe qui me disait qu'il y avait la table ouverte à la brasserie Lippe, et quand il s'est suicidé, tout le monde était stupéfait. Oui, tout à fait. Il avait réussi. C'était un séducteur extraordinaire, comme tous ces gens-là, hein. Intelligent, brillant, éducation, et puis... beaucoup se sont laissés avoir. Et il a essayé de séduire et d'escroquer quelqu'un de très connu, mais ça n'a pas marché, c'est Joséphine Baker. Oui, exact, c'est exact. Et puis, alors, vous évoquez aussi d'autres affaires dans ce 36 quai des Orfèvres qui ont marqué l'histoire, notamment l'affaire Ben Barka. Ah oui. Ça a été aussi un grand mystère qui n'a jamais été élucidé. Oui, alors si vous voulez l'affaire Ben Barka, c'était en octobre 1965, oui. Et 2 inspecteurs des brigades des stupéfiants interpellent Ben Barka devant la brasserie Lippe, l'avocat opposant au roi du Maroc, avec la complicité du chef d'escale d'Orly, j'ai oublié son nom, Lopez? Non. Lopez, oui. C'est ça, Lopez. Sous prétexte, dira l'un des 2, Souchon, qu'il avait reçu un coup de fil du directeur de cabinet du ministre intérieur, lui disant il faut interpeller un avocat, ce qui était totalement faux. Ces 2 flics que je côtoyais tous les jours, le groupe dans lequel je travaillais et les stupes, on était dans le même bureau, donc je les voyais tous les jours. Et ils se sont laissés avoir par ce chef d'escale qui travaillait un petit peu pour le SDEC,
pour interpeller Ben Barka devant la brasserie Lippe et le conduire en banlieue dans la maison d'un voyou archi connu, en bouche sèche. On n'a jamais retrouvé Ben Barka. On a su. Alors il y a eu des condamnations, le général Voukir, son directeur de cabinet, etc. Mais on n'a jamais retrouvé effectivement le corps de Ben Barka. Et figurez-vous qu'il y a, je ne dois pas le raconter dans mon livre puisque c'était, peut-être, je ne sais pas. En 2015, j'étais dans ma maison de campagne et je reçois un coup de fil de la greffière d'un juge qui me dit « Monsieur Cancès, vous allez être étonné, mais mon patron voudrait vous voir, vous entendre dans l'affaire Ben Barka. » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Écoutez, je suis désolé, mais j'espère que ce n'est pas urgent parce que là, je ne peux pas monter avant le mois d'octobre. » « Oh, ça ira au mois d'octobre. » Et en fait, ce brave juge voulait m'entendre parce que l'un des fils, vous savez, l'affaire est encore en cours. Hein, le fils est partie civile. Le fils avait dit au juge, Claude Cancès parle dans ses livres de l'affaire Ben Barka et il a côtoyé les deux principaux auteurs de l'enlèvement. Il doit en savoir plus. Inutile de vous dire que si j'en avais su plus, j'en aurais dit plus. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une autre affaire qui a beaucoup marqué l'opinion, c'est la mort mystérieuse d'un prince député un peu naïf, qui était Jean de Breuil, rue des Dardanelles. Claude Cancès. Ah oui, 24 décembre 1975. Qu'est-ce qui, parce que ça aussi, c'est un mystère total. Je revois, à titre tout à fait anecdotique, puisqu'on a le temps, j'étais dans le bureau qui joue sur celui du patron à la crime. Le fameux bureau dans lequel Louis Jouvet, dans le film culte Qu'est les orfèvres, interroge témoins et suspects. Et je tape à la porte du patron pour lui dire patron, je vais chez mon dentiste, j'en ai pour une demi-heure. Dentiste qui était au pied du quai des à 50 mètres du quai des orfèvres. Je rentre, j'enfile, c'était l'hiver, j'enfile mon manteau. Le patron passe à la tête et dit Cancès, plus de dentiste. On va à rue des Dardanelles. Et là, évidemment, cette affaire a été vraiment une affaire d'État. Hein. On pourrait passer des heures pour en parler. Hein. Alors, il se trouve qu'on a brusquement retrouvé François Marcotoni qui était dans le quartier. Moi, j'habitais juste à côté et je le voyais régulièrement dîner dans un restaurant avec Fernand Legros, autre escroc qui faisait des faux tableaux. Et Marcotoni était là tout le temps avec une bonhomie incroyable. Mais vous vous rendez compte, De Breuil est tué au pied du domicile de Varga, un escroc notoire. Il venait de sortir de chez lui. Et à l'étage au-dessus, ou 2 ou 3 étages au-dessus, on découvre la présence de Marc-Anthony. Oui. C'est quand même extraordinaire. Hein, extraordinaire. Hein. Mais cet homme avait une bonhomie, un dédain complet, en disant « Mais non, je ne suis pour rien dans toutes ces histoires. » Ah oui, oui. Non, mais manifestement, dans l'affaire de Breuil, il était pour rien. Vous savez, Marc-Anthony, je l'avais connu dans l'affaire La garde du corps d'Alain Delon. Oui. Markovic. Hein. Et oui, puisque j'avais été détaché auprès de la PJ de Versailles pour travailler pendant 1 an et demi sur cette affaire. Et puis dans ce livre, Histoire du 36, vous racontez l'enlèvement du baron Empin et vous racontez qu'en fait, Marcel Dassault et le baron de Rothschild auraient pu être enlevés à la place du baron Empin, Claude Cancès. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que... vous savez, les voyous, c'est facile. Hein, ils vont sur le bottin mondain et puis ils font le tri. Et on a retrouvé traces effectivement des gens dont vous parlez qui étaient des éventuelles victimes. Mais le baron Empin, c'est une affaire aussi qui a fait beaucoup de bruit. Il a été enlevé pendant 1 mois. Je crois qu'il a dormi sur un matelas pneumatique. Et je l'avais interviewé quelques années plus tard. Il était toujours marqué par cet enlèvement. Ah oui, vous savez, quand vous êtes enlevé en plein jour comme il a été, que vous arrivez sur le lieu de séquestration et quand vous coupez le petit doigt, vous demandez comment le reste va se passer. Hein. Alors, une anecdote à ce sujet, c'est que il se trouve que le chef de gang Alain Caillol, qui est originaire de Montpellier, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis né à côté de Montpellier, lorsqu'il est sorti de prison 20 ans après, il a fait un bouquin. Et il passe chez Pradel, qui était sur le pub à l'heure du crime, je ne me souviens plus. Et Pradel m'appelle pour me dire je reçois Caillol pour son bouquin, j'aimerais t'interviewer au téléphone. Il me dit mais Caillol voudrait te voir avant. Oh, je dis pourquoi pas. Alors, c'est intéressant. On prend rendez-vous pour un petit apéro avec Caillol. Et en fait, ce qu'il voulait me demander, d'éviter de citer le nom d'un de ses complices
qui étaient retirés des voitures et dont on n'avait pas trop parlé. J'avais aucun intérêt de parler. Mais j'en ai profité pour lui poser la question essentielle. Et là, j'aborde un sujet qui me tient à cœur. Lui dire comment, toi, élevé dans une famille, on ne peut plus bourgeoise, ses parents tenaient les grandes bibliothèques rue Froidevaux. Ils étaient richissimes. Tu as fait des études. Il avait une licence. Comment t'es-tu retrouvé fiché au grand banditisme? Et il me regarde dans les yeux, il me dit, par manque d'affection. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule? Il me dit non. Et il se foutait pas de ma gueule. Et il m'a expliqué qu'effectivement, lui et son frère, parce que son frère François était aussi dans le coup, étaient livrés à eux-mêmes. Ils avaient tout le pognon qu'ils voulaient. Et qu'un beau jour, à l'âge de 15-16 ans, ils tombent sur un petit voleur de voiture qui les entraîne dans l'aventure. Et c'est parti. Voilà. Bah justement, des aventures, il y en a beaucoup d'autres. Et on va les évoquer à travers la sortie de votre autre livre, Flic du 36, le 25 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Cancès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Cancès. Nous avons tout à l'heure évoqué l'histoire du 36 qui est des Orfèvres, mais le 25 avril 2024 est sorti Flic du 36. Ce sont des enquêtes mythiques du 36 qui est des Orfèvres, avec des personnages d'exception. Un livre que vous signez avec Charles Diaz, qui est l'ancien chef d'état-major de la PJ. Pourquoi ce livre, avec d'ailleurs des moments où vous discutez tous les deux? Il fait partie des collègues qui m'ont marqué dans ma carrière, si vous voulez. Je l'ai connu, Charlie. J'étais jeune commissaire au mois d'août 82, dont on parlait tout à l'heure, et il était tout jeune inspecteur. Et durant ce mois-là, il m'a beaucoup aidé parce que, comme je vous ai dit, on a pris plein de la figure. Il m'a fait, on n'avait pas d'ordinateur, ni quoi que ce soit, hein. J'avais demandé à mes chefs de groupe de trouver un gars dans la brigade qui est capable de me faire une synthèse, quelque chose. 48 heures après, j'avais toute ma synthèse. On a sympathisé. Je me suis dit, ce type-là, il va avoir une brillante carrière. Je ne me suis pas trouvé beaucoup. Alors, sur ce livre, je dois lui rendre hommage parce qu'il a fait le plus gros du boulot. C'est un historien de grand talent. C'est un flic excellent, mais c'est aussi un historien de grand talent. Effectivement, on a beaucoup échangé dans les verbatims. Oui. Alors, ce livre qui est passionnant, qui fait plus de 500 pages aussi, c'est vraiment l'histoire de personnages mythiques, de flics qui sont souvent réduits au silence et que vous mettez en valeur, Claude Cancès. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que, vous savez, on parle souvent des grands flics, mais pour moi, le grand flic, il est dans le quart police-secours. C'est le flic qui part sur un appel au secours, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Et on a de nombreux exemples ces derniers mois d'interventions dans les collèges où ces terroristes poignardent, on les arrête tout de suite. En Annecy, ce fou là qui poignardait les bébés, le police secours. Vraiment, je suis content de pouvoir leur rendre hommage parce que c'est ça les grands flics. Oui, et à ce propos, à la fin d'un de vos livres, vous racontez et vous expliquez combien quelquefois les parents sont responsables et combien la société devrait évoluer. Alors là, si j'avais 2 minutes, mais... Je cite un rapport des renseignements généraux dans un de mes livres. Oui. Je vais essayer d'être bref. Ce rapport décrit la situation dans le quartier du Mirail de Toulouse, un de ces quartiers comme on a connu à travers la France, qui dit en gros ceci: le produit de cette économie illégale est investi dans les stupéfiants, l'achat de commerce, l'entretien des familles. La dernière équipe de malfaiteurs interpellés au Mirail était détentrice de plusieurs millions de francs. Indépendants économiquement, ces groupes délinquants ont totalement renoncé à l'idée d'un emploi et rompu avec les valeurs de notre société. Écoutez la conclusion. Ils sont autonomes et sans la moindre relation avec l'univers social, institutionnel. Ils ignorent, le méprisent et le contournent. Le tissu associatif n'a plus aucune prise sur eux. Certains mineurs délinquants font vivre leur famille et bénéficient de la complicité passive des parents. Face à ce nouveau type de délinquants, les outils traditionnels de réinsertion sont dépassés. Rapport renseignements généraux 1990. J'ai vu le chef de ce commissariat il y a 4-5 ans. Il m'a dit on peut faire du copier-coller. On est en pleine actualité. Avant de venir. Pardon ? Tout à fait. On est vraiment en pleine actualité. Alors, quand on a dit ça, alors je précise rapidement que dans ce quartier du Mirail ont été élevés les frères Klein, la famille Klein, qui est une famille antillaise chrétienne,
convertis à l'islam, qui sont partis avec armes et bagages au Moyen-Orient. Et l'un des frères, Fabien Klein, a revendiqué le Bataclan. Éducation, du droit commun, on passe au terrorisme. Et je veux dire, cet exemple-là, on peut le multiplier à travers la France. Alors, vous racontez effectivement un temps pas plus joyeux, mais un temps beaucoup plus simple à gérer quelquefois pour les policiers. Et vous évoquez en même temps l'histoire du 36 qui est des Orfèvres. Et il y a un personnage très célèbre, et souvent on ignore qu'il a eu un rapport avec le Quai des Orfèvres. Vidocq, joué à la télévision par Claude Brasseur, par Bernard Noël et aussi par Jean-Marie Amato. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'idée de la série a été inspirée à Georges Neveu par son teinturier, qui connaissait l'histoire de Vidocq. Oui. Ah non, je ne sais pas. Hein. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a marqué l'histoire de la police. C'est quand même un voyou, mais voyou jusqu'au bout le sang du voyou dans les veines, qui a été extrait de sa prison, il a fait le bagne et tout, hein, pour quasiment diriger l'ancêtre police judiciaire. Pour vous dire que les flics n'étaient pas contraints parce qu'il avait recruté autour de lui des voyous, d'anciens voyous. Et il faisait de belles affaires. Mais il s'occupait aussi et surtout des affaires dites recommandées pour, ça arranger existe, ce genre de choses. Voilà. Alors, il n'a pas laissé un excellent souvenir. Effectivement. Alors, il se trouve aussi que vous évoquez dans ce livre l'exposition universelle de 1889. On connaît la Tour Eiffel, la naissance du Moulin Rouge, mais on ne savait pas que la police avait un stand et qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette exposition universelle avec Bertillon. Ah oui, Bertillon. Vous savez, là aussi, c'est un personnage qui a vraiment marqué l'histoire du 36. On oublie souvent Locard, le Lyonnais, qui était aussi qui a sorti un petit peu la police du Moyen-Âge. Hein. Et Bertillon a eu un parcours, il est parti de trois fois rien. Il avait la chance d'avoir un père qui était un docteur, un spécialiste de l'anthropologie, etc. Et qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, quoi. Hein. Enfin, ce fichier, au départ, a été critiqué. Bertillon était quelqu'un qui faisait des fautes d'orthographe et qui a inventé quelque chose qui a servi ensuite. L'anthropométrie, oui, exactement. Bien sûr. Oui. Et puis il y a aussi dans différentes choses, vous évoquez quelqu'un de très important dans l'histoire, c'est le commissaire Maigret, et l'APJ l'a fêté comme il se devait, Georges Simenon. Ah oui, vous savez que Simenon a vécu plusieurs semaines au 36 Quai des Orfèvres. Hein. Il s'est inspiré de deux personnages, le commissaire Guillaume et le commissaire Massu, qui sont deux personnalités totalement différentes. Massu, c'est vraiment l'homme, le poids lourd, les pieds sur terre, etc., calme. Guillaume, c'était une intelligence extraordinaire, mais lorsqu'il terminait une interrogatoire à 3h du matin, avant de rentrer chez sa petite femme, il allait voir ses petites copines. C'était un peu... Voyez, mais alors, Guillaume a, notamment dans l'affaire Violette Honosière, dont on parle dans nos livres, il a interrogé cette fille, il n'a pas pu, il voulait témoigner au procès. Il était persuadé que ce qu'elle avait dit, à savoir que son père l'avait violée à de nombreuses reprises quand elle était jeune, la raison pour laquelle elle avait l'avait tuée et empoisonné sa mère qui n'était pas morte. Et lui, il était convaincu de ce que disait Violette. Non, c'était la vérité. Et puis il n'a pas été cité aux assises. Ouais. Je reviens à Maigret parce que finalement, c'est parce que l'APJ lui a ouvert la porte du Quai des Orfèvres. Oui, bien sûr. Parce que il s'est beaucoup renseigné et il écrivait à Maigret en 8 jours, enfermé dans son bureau. Ouais. On lui passait presque des sandwichs sous la porte. Et Jean Richard, qui était le plus célèbre des Maigret, il lui a offert une pipe c'est exact, pour la remercier. Et puis, il y a le film Quai des Orfèvres que vous avez évoqué, et il y a des images qui ont été tournées sur l'escalier du Quai des Orfèvres, qui est très célèbre. Oui, vous savez, à l'époque où j'étais au Quai des Orfèvres, les journalistes avaient un bureau à l'étage. Hein, et je pense que à l'époque, le film doit dater de 1947. 47. Et on voit à un moment donné Louis Jouvet qui sort de son bureau, le bureau que j'ai occupé, dont on parlait tout à l'heure, et une meute de journal de flash, vous savez, ces appareils photo qui flashaient à tout va. Il
il venait de recueillir les aveux du criminel. Ouais. Ouais. C'est étonnant. Alors il y a aussi, vous avez parlé d'une femme flic, mais il y a aussi Martine Monteil, qui a été très importante à la police judiciaire, que vous avez connue. Ah oui, j'ai bien connu. Je l'ai vu monter en culotte courte parce que son papa était inspecteur à l'Antigang, j'étais moi inspecteur à la Mondaine dans les années 63-64. Et effectivement, ça a été une grande dame. Voilà. Et elle réussissait à faire parler les tueurs parce qu'elle les confessait de façon autre. Ah oui, ça a été sa première affaire. Elle était stagiaire à la 3e brigade territoriale. Les voyous n'étaient pas habitués à être interrogés par des femmes. Oui. Et je crois que ça a été un atout pour elle. Et vous dites dans ce livre aussi, Claude Cancès, qu'on ne sait pas, c'est que l'expression tueur en série qu'on connaît aujourd'hui n'était pas d'actualité. Absolument. On ne parle pas. C'était en Amérique, il y avait ce qu'est serial killer, mais en France, non. Et puis il y a Madame Claude, dont on a parlé. Madame Claude, c'est aussi un personnage que j'ai connu, parce qu'elle est venue dans une émission de Philippe Bouvard et j'étais l'assistant. Attention à ce que vous dites. Non, non, je l'ai interviewée. Après, elle a fait l'émission avec un drap devant pour qu'on ne la reconnaisse pas. Mais moi, je l'ai vue vraiment. C'était le sosie de Françoise Sagan à cette époque-là. Alors, vous savez, Madame Claude, il y a eu 2 périodes dans sa vie. La période où elle avait le comté, c'est-à-dire que elle travaillait, elle était couverte. Oui. Nous étions, nous, à la Mondaine, complices un petit peu de son activité de proxénète. Et elle nous donnait un échange de renseignements concernant les personnalités qui fréquentaient les VIP, françaises ou étrangères, qui fréquentaient ses filles. Et puis la seconde période, précisément Martine Monteil, qui est patronne dans la brigade répression du proxénétisme, ancienne brigade mondaine, c'est moi qui l'avais nommée à ce poste-là, qui un jour entre dans mon bureau, et vous savez, Martine Monteil, si vous l'avez connue, quand elle vous parle, elle vous regarde droit dans les yeux. Elle rentre dans mon bureau, elle regarde ses chaussures. Oh, j'ai dit, Martine, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas être content. On sert à Madame Claude demain matin. Oh, je fais des bons au ciel, parce que serrer Madame Claude demain matin, ça veut dire que son service travaillait depuis des semaines, des mois sur Madame Claude, qui était censée ne plus avoir d'activité. Et elle s'était dit, si j'en parle à mon patron, il va être obligé d'en parler à son patron, le préfet, le château va être au courant, et puis Madame Claude, on pourra jamais l'arrêter. Qui plus est, le chef de groupe qui avait cette affaire en main je l'avais vu arriver à la brigade mondaine, un flic comme ça. Un ami, elle a persuadé de ne pas m'en parler, lui aussi, il était embêté. Bon, de tout quoi, là, Madame Claude, elle a finalement fini quand même en prison. La morale était sauve. Et puis moi, je me souviens des 50 ans de Ricochet, un personnage de bande dessinée, et j'ai participé à l'organisation d'une exposition et d'une fête au Quai des Orfèvres, où ce personnage, qui était donc un journaliste qui réglait les affaires, personnage de Tibet et André Duchâteau, les auteurs sont venus au Quai des Orfèvres découvrir en vrai l'univers de Ricochet. Eh oui. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous étiez encore là. C'était c'était les 50, ça devait être en 1992, 93, quelque chose comme ça. Ah ouais, j'étais là, oui, normalement, j'étais là. Ouais. Ouais. Et puis alors, il y a aussi l'évolution de la PJ que vous racontez, parce que la PJ a totalement changé aujourd'hui, et puis le monde a changé avec le terrorisme. Oui, il y a une évolution, si vous voulez. On parlait de Bertillon tout à l'heure. Oui. Première évolution dans l'histoire de la police judiciaire. Et la seconde, c'est les années 90 avec Jacques Gential qui crée la police technique et scientifique. On sort vraiment du Moyen-Âge. Alors, ensuite, la centralisation des fichiers. Les fichiers étaient territoriaux, pas centralisés. Les empreintes digitales, vous commettiez un casse à Toulouse, à Paris, on ne le savait pas. C'est pour ça qu'il y a des tueurs en série comme Guy Georges et Thierry Paulin ont tenu la route pendant un certain temps. Il y a eu ça, Jean Siard a créé la sous-direction de la police technique et scientifique, et puis il y a eu l'apport de l'ADN, bien entendu. Mais malgré tout, malgré ces progrès, je voudrais dire encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, que l'informatique vous a fait faire des bons fabuleux, etc. Mais on a complexifié les procédures, et les gens, pour en revenir à notre propos tout à l'heure, qui passaient le temps sur l'Olympia, ils passent aussi trop de temps devant leurs ordinateurs, c'est les plaintes. Tous les ministres qui se succèdent, on va simplifier. Mais ça, c'est un mot qui revient à tout bout de champ, dans tous les domaines. Hein. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils réclament? Simplification des procédures. Ne parlons pas du code du travail, on doit le simplifier depuis... Voilà. Et croyez-moi qu'on ferait beaucoup de près. Le terrain, les flics sont faits pour être sur le terrain. Et on a assez de... Bon, je me bagarre parfois avec certains syndicats, mais je pense qu'on a assez de flics
en France. Il faut mieux les utiliser. Je crois que vous avez raison. Et en tout cas, s'il y a quelque chose à lire, c'est pas des rapports, ce sont ces deux livres, Flic du 36 et Histoire du 36, revue et actualisée aux éditions Mareuil, parce que vraiment, ce sont deux livres passionnants d'un homme passionné que vous êtes et continuez à ne changer surtout rien, Claude Cancès. Je vais essayer, mon cher monsieur. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.